Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique taraborienne. Eh bien aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit unboxing puisque j'ai reçu un pledge que j'attendais depuis quelques temps maintenant. Il s'agit du pledge de 7e mer. Donc moi je l'ai pris dans la version Montaigne. Et voilà, et ça va vous permettre de voir, pour ceux qui attendent encore leur colis ou pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans ce jeu, ça va vous permettre de voir un petit peu l'ensemble du matériel sorti en français pour ce jeu. Alors, on va commencer par une des premières choses. Donc, on a cette boîte-là. Bon, voilà, qui est une boîte en carton décorée façon roi soleil, si on veut rester dans le trope. À l'intérieur de cette boîte, on va trouver des jetons qui vont servir pour, je crois, les points de panache et les points héroïques. Donc assez, hop là, il est tombé, il n'ira pas plus loin. Assez lesté, assez lourd, du beau jeton. Bon, ça devient un peu un classique dans les nouveaux jeux. Nous avons un superbe jeu de tarot. Bon, je ne m'étends pas. Vous pourrez. Je crois que Mathieu le détaille pas mal dans le coup de projecteur qu'il fait sur 7e mer sur Rollis TV. Je vous renvoie. Voilà, il y a quelques cartes. Bon, il est assez joli. Bon, j'ai quelques jeux de tarot, moi, de collection de tarot divinatoire. Il est beau. Il y a bien plus joli quand même. Dans les tarots. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, il fait le taf, il est original, il est en rapport avec le jeu. Et je crois que ce sont les sorcières qui utilisent la sortée, donc la magie des Vodaci, pardon, qui l'utilisent. Nous avons ensuite une petite bourse à dés, au cas où vous n'en auriez pas, avec quelques D10. Alors les D10 sont blancs avec des espèces de taches façon nicotine, j'ai envie de dire. Là, c'est le fumeur qui parle. Bon, c'est pas du meilleur effet, mais voilà. Bon, c'est du dé, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, si ce n'est que vous avez une tête de mort, comme on le voit ici, sur certaines faces. Toujours utile, ça permet voilà, quelqu'un qui n'aurait pas de dé, qui voudrait se lancer direct, aurait de quoi faire. Vous avez ensuite un paquet de cartes concernant les héros. Donc là-dedans, vous allez pouvoir piocher des héros originaires de TA, donc certainement des scélérats, des PNJ avec le détail dessus. Voilà, vous avez héros en bleu et scélérats. Donc de quoi faire. Encore une fois, moi je trouve que le système de cartes, bon, ça fait un petit moment maintenant que ça a apparu dans les jeux, c'est vraiment un vrai plus pour le maître de jeu, notamment pour ceux qui aiment écrire leur scénario. Lorsque vous scriptez votre scénario, vous n'avez plus trop à vous embêter, vous mettez le nom, la carte de référence que vous avez avec vous lors de la partie, et ça vous évite des heures fastidieuses de copie à recopier les caractéristiques des PNJ et autres billevesées du genre, on va dire. Alors, je continue. Nous avons ensuite ce qui ressemble à une pièce d'or, avec d'un côté un soleil, de l'autre côté la face de l'empereur. Donc, l'empereur français monténois. Nous avons deux lithographies qui reprennent en fait les couvertures de l'édition Montaigne. Donc celui-ci c'est pour le supplément Pirate, Nation Pirate, et celui-ci c'est pour le supplément du livre de base. Bon, c'est légèrement cartonné, c'est assez joli, c'est sympa. C'est un goodies décoratif plutôt sympa. Puis nous avons un petit dossier comme ceci qui s'intitule Cartographie. Alors dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, si j'ai bien compris, vous avez une carte et l'originalité, c'est que cette carte détaille, c'est un gros plan de chacun vous voyez, ici, vous avez la Castille, donc grosso modo l'Espagne. Ici, vous avez la Valonne, l'Angleterre, etc. Donc, c'est assez pratique. Vous les avez tous, Montaigne, la France. Voilà, donc je passe.
Derrière, vous allez avoir, je pense que si vous les mettez bord à bord, vous obtenez l'ensemble de la carte, et ça permet aussi peut-être de teaser un peu lorsque les personnages sont dans une région focus sur une région, ça permet de rester. Alors ensuite, vous avez un plan de la mer Atabéenne, donc ça intéressera particulièrement si vous faites jouer avec, alors ici en noir et blanc, couleur un peu sable, et boue, assez joli, hein, effet un peu carte ancienne. Ça permet de faire jouer, je pense, le supplément Nation Pirate, hein, qui va se passer dans ces îles, hein, la mer Atabéenne, voilà. La Bouka, donc encore pour Nation Pirate. La Nouma, encore une nation supplémentaire décrite dans Nation Pirate. La Théa, bon bah là c'est Théa dans son ensemble. Ouais, sont assez lisibles, hein, c'est assez bien fait, c'est assez lisible, c'est étonnant pour Agathe quand on se rappelle la carte de Dragon par exemple, qui est tout bonnement illisible, mais en tout cas bravo. Là vous avez en petit donc un ensemble, hein, de Théa complètement. Donc Théa, c'est le nom de cet univers fantasmé, hein, qui reprend un peu l'Europe Renaissance avec du fantastique. Alors autant le dire tout de suite, les gens qui sont vraiment férus d'histoire, je dirais pas passez votre chemin, mais soyez prévenus qu'il s'agit bien d'un monde fantasmé. On va retrouver des choses culturelles et historiques, mais c'est quand même fait pour faire du jeu de rôle et pas du jeu historique, hein. Ici vous avez un village, donc ça je pense que ça correspond, voilà, à quelques détails, la cité du bûcher, le plan d'une petite ville, hein, je vous montre, c'est assez joli, ça me fait penser un peu à ce que fait des Architecture Art avec la Seigneurie de Bord, ce genre de fiches comme ça. Ça a l'air d'être un peu dans l'air du temps, en tout cas ça semble pratique, là encore c'est cartonné, pas plastifié, vous pouvez je pense les faire plastifier si vous souhaitez les conserver longtemps, bon, enfin augmenter leur durée de vie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est pas fini, hein, pour cette boîte qui, vous le voyez quand même, est assez fournie. Là nous avons une grande carte, alors ça je pense que ça va être assez joli, voilà, vous n'allez pas voir l'ensemble, mais voilà. Bah, c'est la carte de Théa, elle est assez belle. Bon, toujours, hein, je vais encore me répéter, messieurs, il existe, messieurs éditeurs de jeux de rôle, des tubes cartonnés pour envoyer des cartes qui évitent les plis, hein. Les posters, les lithographies et même les cartes géographiques, théoriquement, on ne les plie pas, on les roule et on les met dans des petits rouleaux. C'est sûr que c'est un plus, mais comme goodies, hein, plutôt qu'une xème paire de dés ou des choses qui ne servent pas, peut-être dans les prochains crowdfunding, proposer l'option carte envoyée dans des tubes et non pliée, roulée, pour un palier. Ce serait, je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui vous suivraient là-dessus pour un palier comme ça dans un crowdfunding. Nous avons ensuite des feuilles de personnages. Alors encore une fois, c'est sympa, c'est légèrement cartonné avec derrière le logo 7e mer, hein. Voilà. Bon, vous voyez, c'est assez sommaire, hein, les feuilles de personnages, hein, pour ceux qui connaissaient la première édition. Je dois dire que moi, j'étais passé complètement à côté de la première édition. J'avais entendu parler du jeu, enfin plus particulièrement de l'auteur du jeu, en jouant un petit peu à Légende des 5 Anneaux, puisque c'est le même auteur au départ. Et au départ, donc sur Légende des 5 Anneaux et la première édition des Secrets de la 7e mer, nous avions le même système, le système Roll and Keep, où vous jetiez un certain nombre de D10 et donc vous roulez, et vous en gardez, vous keepez certains dés que vous choisissez de garder. Nous avons un écran intérieur assez surprenant, pas de table, beaucoup de littérature à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un jeu que moi j'ai trouvé très, très littéraire dans sa présentation, et aussi de ce que j'ai pu comprendre dans les mécaniques de jeu et dans la façon de rédiger les scénarios. Je pense que c'est un des jeux qui va demander, qui peut se concevoir un peu plus littérairement peut-être que du jeu Dungeon Crawl par exemple, où vous numérotez vos salles, etc. etc. Une belle IU, hein, un bon duel d'épéistes
dans ce qui pourrait être le château de Versailles, hein, mais qui ne l'est pas. Voilà. Alors, Septième Mer, donc, je pense que déjà c'est un peu plus clair pour ceux qui ne connaissaient pas. On est dans un jeu KPDP. Voilà, alors contrairement, le titre est un peu, malheureusement, un peu, ou heureusement, je ne sais pas, un peu trompeur, puisqu'on pourrait s'attendre à quelque chose nécessairement lié à la piraterie. Et en fait, c'est un petit trope du jeu, mais ce qu'on peut faire jouer, c'est beaucoup plus large. Et c'est ce qui m'a décidé, personnellement. Au début, il y avait également le jeu Pirate qui me faisait de l'œil, que j'ai choisi de ne pas pledger parce que je me suis dit, bon, des histoires de pirates à ma table, les gens avec lesquels je joue, ça va peut-être nous amuser un temps, mais on n'est pas suffisamment sur le truc pour triper trop longtemps, et donc du coup je me suis rabattu sur Septième Mer. Passons maintenant aux ouvrages. Alors, côté ouvrage, toujours dans l'option montagne, donc avec des couvertures différentes, mais je vous rassure, à l'intérieur est strictement le même. Nous avons ce qu'on pourrait appeler le livre de base, le core rule, hein, où là vous allez retrouver alors d'abord une présentation de chacune des nations. Voilà, avec un petit peu les mêmes chapeaux de paragraphes qui reviennent. La géographie, la culture, les strates sociales, les noms, la religion, la monnaie, de quoi ils s'alimentent, le gouvernement, l'armée, et puis plus intéressant, parce que c'est un jeu qui propose aussi des intrigues politiques, les relations. À chaque fois, vous avez un petit peu comment cette nation perçoit les autres nations, et ça, je pense que ça va être une mine pour les maîtres de jeu qui veulent créer des intrigues politiques, parce que le jeu le propose. Moi, c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu. J'aime bien les jeux à intrigue, et là, je pense qu'on a de quoi faire. Encore une super bidule ici, vous voyez cette espèce de soviétique. Alors, c'est pas vraiment soviétique, lui, je pense qu'il appartient à ce qu'ils appellent la pas la Samaritaine, hein, la Fédération Samartienne. Hein, voilà. La Fédération Samartienne, en gros, ça pourrait correspondre à la Pologne-Lettonie peut-être. Voilà. Et c'est rajouté, ça n'existait pas cette nation dans le livre de base. Assez intéressant puisque c'est la première démocratie. En fait, historiquement dans le jeu, je crois qu'on joue en 1664, me semble, hein, pas dire de bêtises, à vérifier, dans ces eaux-là. Et en fait, chacun des pays décrits est un petit peu à un tournant. Vous avez par exemple l'empereur français, le roi Soleil, enfin qui ne correspond pas à notre roi Soleil historique, mais qui est appelé comme ça, qui est un empereur, et on commence à avoir les premiers événements de population qui font que sa légitimité est mise en cause. Et du coup, ça donne lieu, encore une fois, ça vient faire un ressort politique qui peut être, je pense, très intéressant. Ensuite, nous avons un second ouvrage, je vais aller le chercher. La magie du direct. Le second ouvrage que je suis en train de lire, puisque j'ai fini le premier hier, Nation Pirate, hein, donc vous retrouvez le même que sur la petite lithographie qui est offerte. Alors là, c'est un supplément qui va proposer d'autres nations qui sont plutôt des archipels et qui sont essentiellement qui abritent essentiellement des communautés de pirates. Alors certaines travaillent pour des gouvernements, vous avez les chiens de mer qui travaillent pour la reine Hélène de la Wallonie, et puis vous avez des confédérations un peu plus anarchiques, en fait, hein, donc des corsaires, si on veut simplifier un peu, des corsaires et des pirates, hein, là-dessus on retrouve le thème, toujours le même principe avec les super illustrations. J'étais pas trop sûr au début, hein, les images que je voyais sur le site de Studio Agathe ou même sur internet, comme ça que je glanais sur le site de John Wick, où j'étais pas sûr, et en fait non, elles sont très belles les illustrations. Il y a un côté, c'est frais pour des rôlistes, pour un rôliste comme moi, je trouve que ça change un peu. Alors, bon, vous voyez par contre qu'au niveau de la présentation, c'est quand même un livre, c'est quand même un jeu
qui s'adresse à des gens qui aiment lire, hein. Il y a beaucoup de choses à emmagasiner pour rentrer un petit peu dans le détail, dans le style du jeu vraiment. Et bon, c'est ce qui fait sa richesse. Je suis pas sûr que ça corresponde à tout le monde, même si c'est dommage parce que en fait le jeu, de ce que j'ai compris des règles, les règles sont assez simples pour les joueurs, mis à part peut-être la création de personnages, hein, qui demande de comprendre certains mécanismes. Après, ça reste assez narratif. Et du coup, c'est un jeu qui me semble tout à fait bien pour initier des gens. Si ce n'est que le ticket d'entrée va être à payer non pas sur l'apprentissage des règles, à mon avis, mais plus sur la compréhension, même si la découverte de l'univers peut se faire petit à petit, hein, ce qui est intéressant, notamment par des campagnes. Malgré tout, il y a un petit ticket d'entrée à payer, ne serait-ce que pour choisir sa nation au départ, il faut un peu les lire toutes, etc. etc. Hero et Scélérat, qui est un autre supplément. Donc là-dedans, on va vous détailler des PNJ importants qui deviendront peut-être des personnages récurrents de vos campagnes, et puis des scélérats, des grands méchants. Puisqu'on va retrouver, là on va retomber sur quelque chose d'assez classique, un des moteurs des histoires que vous allez faire jouer. On sait bien que ça fonctionne très bien, le fait de mettre un grand méchant à combattre pour les joueurs. Ensuite, nous avons deux suppléments qui, je pense, s'adressent beaucoup plus aux maîtres de jeu. C'est Nation de Théa, volume 1 et 2. Donc en fait, là, on va rentrer vraiment, vous avez des superbes cartes, vous voyez l'Avalon, la Castille, par exemple, ici. On va rentrer vraiment dans le détail de chacune des nations, avec, je pense, certainement quelques secrets. À mon avis, je n'ai pas encore lu, mais ces livres-là s'adressent plus particulièrement aux maîtres de jeu. Je pense que tel que le jeu est fait, le livre de base, les joueurs peuvent lire, ils ont quand même une présentation de chacune des nations, et là-dedans, on va aller beaucoup plus dans le détail, puisque je crois qu'il y a quelques mots sur les... comment on appelle ça, sur les sociétés secrètes en rapport avec chaque nation, et puis éventuellement des idées. Alors ça fourmille d'idées, hein, pour écrire des histoires et des campagnes. C'est vraiment, encore une fois, très riche, ça donne super envie. Nation Théa volume 2, hein, donc je pense qu'ils ont réparti les nations de base, et que vous allez avoir donc ici Avalon, Castille et puis certainement d'autres. Je vais vous dire ça de suite en regardant le sommaire. La Castille, la Montaigne, le Westenmenanienvar, excusez-moi pour la prononciation, c'est imprononçable, vous l'avez compris, qui correspond aux pays nordiques, en gros Suède, Danemark, etc. L'Avalon qui est l'Angleterre. Donc nous avons ces quatre-là dans ce livre-là. Et puis dans le deuxième opus, nous allons avoir l'Hessen qui correspond donc à l'Allemagne, la Fédération Samartienne qui correspond donc en gros Pologne, pays de l'Est, hein, on va dire, l'Usura qui serait la Russie, la Russie, le Vodace qui est l'Italie. Encore une fois, une très belle illustration ici. Je pense que c'est un bûcheron de l'Essène qui est aux prises avec un animal qui a l'air bien féroce. Et puis nous avons encore quelque chose, Longue vie au prince. Alors ça, je pense que c'est la même aventure que dans le kit d'introduction. Elle est donnée en plus. Ouais, c'est ça, kit d'introduction, Longue vie au prince. Donc c'est tout le kit d'introduction. Donc encore une fois, une rapide présentation des règles, encore une superbe illu. Vous voyez, moi j'aime beaucoup finalement les illus, il se dégage quelque chose d'assez évocateur. En tout cas, moi ça m'a beaucoup parlé dans ce que j'ai potassé. Les exemples de risques, donc là ils reprennent les règles, hein, je survole, blessure, la vengeance dramatique, les escouades de brut, comment tout cela fonctionne, puisqu'on va retrouver des mécanismes, vous savez, on va grouper les PNJ de bas niveau, on va considérer que c'est une escouade, au lieu d'avoir chaque garde
avec peu de points de vie, en faire des minions en fait. Là on va regrouper une escouade de 8 gardes qui va avoir donc une puissance de 8, et puis au fur et à mesure où vous la combattez, vous réduisez sa puissance. Voilà, et un scénario. Donc, alors ça c'est très très bien, parce que je dois dire que à la lecture du jeu, alors moi ça me plaît, hein, je suis déjà parti dans ma tête, vous l'avez bien compris, là-dessus. Je pense que c'est très riche, je pense qu'il y a moyen de raconter de belles histoires. Je pense même que l'auteur dès le début nous précise qu'en fait c'est un jeu pour raconter de façon collaborative des histoires. Et ce petit paragraphe qui est précisé au tout début des règles, il a vraiment, au fur et à mesure que vous lisez le livre, vous comprenez que l'auteur John Wick a tenu sa promesse. On est vraiment sur des tropes complètement différents de ce qu'on peut connaître dans des jeux de rôle plus classiques. Et on peut se poser des questions quand on est maître de jeu et qu'on aime, comme moi, écrire ses aventures, sur comment des questions pratiques. Alors on n'est pas limité dans le nombre d'histoires qu'on peut raconter. Par contre, moi là j'en suis au stade de la réflexion, à me dire comment cela va s'articuler, comment doit être rédigé le scénario par rapport au système de résolution. Alors le système de résolution, je vais vous en parler en 2-3 mots, parce que ce serait long de trop rentrer dans le détail. Vous avez pour les scènes d'action, c'est une caractéristique, une compétence associée. Vous dites je veux faire ça, le maître de jeu vous dit eh bien ce sera force et arme blanche, par exemple, si vous voulez décrire un coup d'épée. Du coup vous allez jeter un certain nombre de D10. Vous additionnez vos D10 de manière à faire des sommes qui atteignent 10 ou plus. Les résultats en sus sont tout simplement ignorés, supprimés, c'est-à-dire que si vous faites 8 et 5, vous avez 13, ça vous fait ce qu'on appelle une mise, un score qui dépasse 10, mais les 3 points au-delà, vous ne pouvez pas les utiliser, ils sont perdus. Et ensuite, en fonction des mises que vous avez obtenues, donc des nombres de 10 que vous avez fait avec vos dés, vous allez pouvoir choisir de dépenser ces mises, soit pour infliger des dégâts, soit pour éviter des dégâts, soit pour également, lors des scènes d'action, avoir ce qu'on appelle des opportunités. Voilà, donc il cite l'exemple d'un gars qui doit traverser une pièce enflammée en se pendant à un lustre. Alors il doit subir les dégâts des flammes, donc il y a 2 blessures de flammes, donc il va falloir qu'il utilise 2 mises pour ne pas subir les dégâts. Et il a l'opportunité, à un moment, il va passer au-dessus d'un bureau avec un document secret, et il va avoir l'opportunité de le ramasser à la volée et de le sauver des flammes, et éventuellement bien sûr de le lire et de progresser dans l'intrigue de son histoire. Ça lui coûtera une mise aussi. Le joueur tire, fait ses résultats, additionne. Bon, j'ai 4 mises. Pour 2 mises, je vais choisir de traverser les flammes et d'éviter les 2 blessures. Pour une mise supplémentaire, je vais récupérer le document. Et la 4e mise pourra servir, s'il y a d'autres opportunités dans la scène, pour les déclencher. Alors sur le papier, ça paraît sympa, ça paraît cinématique. Je pense que ça se fait, j'espère, que ça se fait oublier assez vite comme système, parce qu'on a vraiment envie, quand on lit les règles, de se concentrer sur l'histoire, sur les personnages. Maintenant, à voir si en testant le jeu, ça se fait oublier parce que c'est bien foutu, ou si ça se fait oublier parce que c'est vraiment indigent comme système et que les joueurs préfèrent vite l'oublier parce que le système est un peu léger. Bon, j'ai parcouru quelques forums français, enfin il y a surtout anglo-saxons d'ailleurs, puisque le jeu est sorti un peu plus rapidement là-bas. Normal, l'éditeur est américain. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs de la première mouture qui sont restés sur le roll and keep et qui disent même qu'ils ont racheté le jeu, mais qui continuent de jouer avec le roll and keep. D'ailleurs, l'auteur, c'est assez rare, on peut le souligner, ne défend pas du tout son système de jeu, bien au contraire. Il invite les maîtres de jeu et les joueurs en fait à le tordre dans tous les sens, voire à utiliser un autre système si ce système n'est pas convaincant. Donc ça, je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas encore testé le jeu en partie, j'espère que ça ne saurait tarder. D'une manière générale, moi j'ai un avis pour l'instant plus que positif sur ce jeu. Je pense qu'il va demander un petit effort pour entrer dedans. C'est pas un jeu light, hein. Là on est dans un jeu, surtout qu'il y a des suppléments
qui sont prévus pour d'autres contrées, plus la partie orientale et moyenne-orientale du jeu. Le royaume du croissant, un supplément qui correspond aussi à l'Afrique. Bon, encore une fois, là, je vous renvoie sur la chaîne de Rollis TV. Je crois que Mathieu fait un point assez complet sur tous les suppléments. Alors, il parle des suppléments anglais, mais ça suffit très largement. Mathieu fait ça très bien pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on peut attendre dans les suppléments. Voilà, donc c'est un jeu très, très intéressant. Moi, ça m'a séduit de prime abord. Là, je suis chaud bouillant pour partir dedans. J'ai quelques interrogations, mais ça, c'est plus personnel sur ce que ça va nécessiter pour moi en tant que maître de jeu dans la façon de concevoir mes histoires et les mécaniques, notamment parce que les focus sont beaucoup moins des focus tactiques, j'ai l'impression, que sur certains autres jeux auxquels je suis plus habitué. Donc ce sera l'occasion de sortir aussi de mon domaine de confort, et ça c'est toujours agréable avec un nouveau jeu. Et puis de voir aussi à ma table comment ce jeu sera éventuellement reçu. Donc un jeu narratif, un jeu où vous jouez des vrais héros, c'est-à-dire que dès le début, vous pouvez être amené à croiser des princes, des régents, des PNJ importants. Vous n'êtes pas le petit paysan qui démarre tout fragile, etc. Non, non, vous avez même une compétence qui s'appelle le panache, qui vous permet de briller, etc. C'est un jeu dont les mécaniques donc, ont l'air d'inviter à faire un effort narratif pour rendre la partie rigolote. On précise même qu'a priori, les joueurs ne meurent pas dans ce jeu. Bon, ça je pense que c'est très relatif à mon avis, ça dépend un peu comment vous l'envisagez à votre table. Et ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Il y a même un petit paragraphe où l'auteur dit ce qui peut être sympa, c'est que vous choisissiez avant le début de la campagne, avec le joueur, s'il devait mourir, comment il mourrait. Qui peut donner lieu à une scène d'intensité dramatique assez intense en fait. Voilà. Eh bien, je vous remercie, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Les Chroniques Taraboriennes. Au revoir.